Donc bonjour à tous, rebonjour à tous. J'ai le privilège de démarrer l'après-midi de restitution. Donc nous avons été en 3 groupes sur 3 ateliers différents, qui étaient des ateliers qui correspondaient au moment du parcours de soins qui posait le plus de difficultés aux proches aidants selon les retours qui nous sont faits à travers notre plateforme cancercontribution.fr. Donc le moment de l'annonce, le moment où les soins passent à domicile, le moment où on rentre dans un parcours plus complexe qui nécessite un soin palliatif ou qui nécessite ou dans une situation de fin de vie. Donc, et notamment qui nécessite de la gestion de la douleur. Donc ces 3 moments ont été travaillés en groupe, animés par brio par un tandem, voire dans un des groupes, 4 personnes étaient investies d'animer le groupe. Donc je remercie tous les animateurs. Et donc dans chacun des groupes, un rapporteur a été désigné pour rapporter les propos du groupe. L'objectif était double. Identifier les ressources de proximité des proches au moment du parcours où ils en sont, donc l'annonce, le soin à domicile, le soin palliatif, et identifier également les acteurs qui pouvaient orienter, informer, accompagner, soutenir les patients, enfin les proches accompagnants, pour éviter un impact du cancer sur la vie sociale, la vie familiale, la vie professionnelle, la santé, bien évidemment. Le deuxième objectif était de travailler à des idées, de réfléchir à des solutions qui pouvaient mobiliser ces acteurs de proximité, de soutien, et qui pouvaient faciliter la vie quotidienne des proches. Donc l'objectif des groupes est de vous présenter ces idées et en particulier 1 ou 2 idées qui ont été perçues comme particulièrement pertinentes et qui ont été particulièrement travaillées dans chaque groupe. Donc pour ce faire, nous avons des diaporamas. Donc j'appelle les rapporteurs du premier groupe. Le premier groupe est le groupe qui a travaillé sur l'annonce. Donc, dans un premier temps, mais nous n'en ferons pas, la liste a été identifiée dans chaque groupe les acteurs sur la gauche de proximité qui pouvaient avoir une action d'identification, de repérage et d'orientation, et à droite les acteurs de soutenance qui mobilisent des ressources utiles pour les proches aidants. Donc en essayant d'apporter certains détails, tout n'a pas été listé, mais beaucoup de choses ont été dites. Sur la diapositive suivante, nous avons répertorié plusieurs idées. Je vous laisse la parole, Yannick. Oui, donc quand même, ce qui a été assez prépondérant dans la première partie d'identification des ressources et des partenaires possibles au moment de l'annonce, c'est que beaucoup de choses étaient centrées sur le centre de soins. En fait, le lieu de l'annonce et l'ensemble des acteurs du centre de soins, c'était quand même une caractéristique, on va dire, de notre identification. Donc plusieurs idées. La première, il y a eu beaucoup de choses exprimées. Donc dès l'accueil de l'hôpital, le personnel formé, la personne qui serait formée, identifiée, la personne qui accompagne, et la personne à contacter, je redévelopperai tout à l'heure, parce que c'est une des idées qu'on a développées. On s'est dit aussi qu'on pouvait identifier un référent ressources pour les questions telles que les patients partenaires. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'il l'annonce faite, il y a immédiatement une proposition d'un interlocuteur qui pourrait venir apporter des réponses aux proches qui accompagnent le malade. On a aussi exposé le fait qu'on pouvait avoir une systématisation de la proposition d'un arrêt maladie aux proches aidants faite par l'oncologue. Alors en sachant que, puisqu'il y a la question du congé aidant qui est en cours avec la possibilité, visiblement ce qui a été dit dans l'atelier, de pouvoir en bénéficier pour le proche
d'un malade du cancer sans avoir à attendre une démonstration d'invalidité à 80%. Donc ce serait à ce moment-là moins pertinent, mais il nous semblait important qu'il y ait une proposition qui soit faite aux proches d'arrêt s'il il en ressentait le besoin à l'annonce de la maladie de son proche. Ensuite, créer une HDJ quelques semaines après l'annonce, proposant un temps pour les aidants et les enfants et jeunes aidants, puisqu'on dit passer le choc de l'annonce, il y a réellement un besoin d'information, mais qui est souvent qui demande un petit temps de décantation, et on a donc dit qu'il y avait une temporalité. On ne pouvait pas parler d'annonce juste sur le jour J. Il y avait ce temps d'annonce avec le temps de la digestion de l'annonce, et que quelques temps après, il pouvait être nécessaire d'avoir une proposition assez forte accompagnant l'ensemble des aidants et avec une attention particulière en fonction de l'âge des aidants, parce qu'on a trouvé que les jeunes aidants méritaient une attention tout à fait spécifique. Alors, surtout ceux qui étaient dans l'atelier, je vais compléter si je ne m'exprime pas assez bien, et ce qu'on s'est dit, les débats étaient très riches. Ensuite, créer un module de formation pour les professionnels de santé et les internes sur le management de l'aidance dès le cursus initial et en formation continue. Puisqu'on s'est rendu compte que souvent, les personnels soignants et les internes étaient identifiés comme personnes ressources par les aidants à l'intérieur de l'hôpital, mais n'étaient pas forcément formés à répondre. Et que ceci méritait certainement qu'on s'y attache beaucoup plus et que ça soit partie intégrante de leur formation. Ensuite, une proposition de soins de support mixte partagés entre les aidants et les aidés, et des soins de support spécifiques pour les aidants qui en ont tout aussi besoin, et on l'a notamment entendu ce matin à travers les témoignages de cette nécessité du répit et d'avoir des moments spécifiques. Informer sur les difficultés pour les malades et les proches et les ressources pour les soutenir. Cette proposition, je m'avance, cette proposition était effectivement d'avoir une information à destination des aidants juste après le diagnostic sur les étapes clés du parcours d'une personne atteinte de cancer en fonction de la pathologie qu'il a et des difficultés que la personne malade va peut-être rencontrer. Par exemple, tout ce qui est surveillance des effets indésirables, conduite à tenir en cas d'urgence, et donc, du coup, également aborder les difficultés que les proches pourraient avoir au cours du parcours, notamment administratives, dans le cadre du développement de demandes d'aide, et pouvoir anticiper, mettre une graine d'information. C'est un peu ce que disaient ce matin certains témoins. Commencer à aborder certains sujets qui pourront être mobilisés et du coup orienter ou lister simplement les ressources à disposition, que ce soit des ressources de la ville, qu'on a vu, les ressources associatives, les ressources réglementaires, juridiques qui existent. L'idée 8, je la développerai tout à l'heure puisqu'elle fait l'objet d'un approfondissement. Et quant à la dernière, on s'est interrogé de savoir s'il existait un questionnaire ISATIS spécifique pour les aidants. A priori, non. Et on se dit que ce serait peut-être pas si compliqué à mettre en place, mais que ça pourrait être un intéressant retour pour l'ensemble des établissements d'avoir le ressenti des aidants sur l'hospitalisation, les consultations auxquelles ils ont pu assister pour leurs proches. Alors l'idée 8, qui est créer un protocole d'identification et de soutien des aidants de personnes avec un cancer de mauvais pronostic. On va dire que l'intitulé, on l'a retravaillé un peu plus précisément ensuite, la discussion a fait qu'on a quand même assez rapidement identifié plusieurs types d'annonces et il était important de pouvoir
spécifier, donner un cadre particulier à l'annonce d'un cancer dit de mauvais pronostic, ou en tout cas à une annonce faite à quelqu'un ou dans une situation de grande vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, on a insisté sur la notion d'urgence, la rapidité nécessaire pour accompagner aussi bien le proche que le malade, et qu'il fallait donc flécher dans un cadre, avec un protocole qui serait à imaginer, ces situations-là, de façon à ce que ce soit toujours en haut de la pile quand il faut avoir un rendez-vous avec un psychologue, avoir un rendez-vous particulier avec l'infirmière de coordination ou autre. Et alors, il y a plein de choses certainement à développer par rapport à un protocole de cette nature, mais c'est sur cette notion d'urgence, parce qu'il nous est apparu important qu'on pouvait quelquefois différencier. C'est compliqué d'estimer l'urgence, donc il y a un vrai travail à faire. Qu'est-ce qui détermine l'urgence de la situation ? Mais clairement, il fallait, à un moment donné, quand le médecin sait que l'annonce qui est en train d'être faite prévoit une situation difficile, très rapide pour le malade et le proche qui est présent, de pouvoir donner très vite des informations. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Les dispositifs qui sont mis en place dans les établissements ne tiennent pas forcément compte de cette urgence-là. Voilà. Donc on s'est dit que c'est quelque chose qui pouvait se mettre en place, que c'est peut-être pas si compliqué que ça. En tout cas, on l'espère, que c'est une vraie piste. Donc ça nécessite évidemment plusieurs choses. Ça nécessite de former les professionnels à la détection des situations particulières. Ça nécessite qu'il y ait des psychologues sur place ou en ville, mais dans un réseau très proche et très facilement mobilisable sur une situation de cette nature. Ça nécessite de raccourcir ce temps de décantation qui existe aujourd'hui entre le moment de l'annonce, de la préhension de la maladie, de l'entrée dans les traitements et de la suite, pour essayer de concentrer l'information et de pouvoir peut-être démultiplier des rendez-vous. Et on s'est dit que ça avait une des choses possibles, c'était d'enclencher immédiatement, que les gens repartent de la consultation d'annonce avec un rendez-vous avec quelqu'un, soit un psychologue ou un personnel soignant formé, qui viendrait tout de suite donner un certain nombre d'informations tout à fait particulières, orienterait, et il y aurait presque un rôle de priorisation vis-à-vis aussi de l'ensemble des partenaires avec lesquels il peut interagir à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur, puisqu'on pense que la notion de réseau de ville-hôpital, dans ces cas-là, est aussi importante. Voilà, donc après, je vous en laisse parler de toute la partie de la mise en œuvre pratique. Donc, on a identifié effectivement différents interlocuteurs qui pouvaient être clés. On s'est dit que l'infirmière de coordination, qui avait déjà entre les mains des grilles d'évaluation de vulnérabilité, notamment qui pouvaient identifier les mamans solo, le fait qu'il y ait des enfants mineurs dans l'entourage du malade, qu'il y ait des situations de chômage ou d'isolement, pouvait effectivement rapporter cette situation en RCP, ou que la RCP serait un lieu aussi de repérage des vulnérabilités, de fléchage d'actions à destination d'information, de formation, de soutien des aidants. Bien sûr, l'oncologue médical, éventuellement le chirurgien, enfin le médecin référent qui prend en charge pouvait être aussi un des interlocuteurs pilotes de ce type de projet. Donc, on a fait des propositions d'étapes clés. Donc, mettre en place un protocole et une réflexion autour de l'identification au niveau d'une RCP des situations de vulnérabilité et de le formaliser. Créer des réseaux, un principe de réservation de créneaux spécifiques d'urgence pour traiter ces situations complexes. Bien sûr, ensuite, une fois que l'organisation est prête,
former les soignants, former les équipes, et puis ensuite, bien évidemment, pour que ça puisse être mis en œuvre, d'être dans un processus de, pourquoi pas, d'action-recherche, enfin de recherche-action, pour pouvoir déclencher des moyens, parce qu'on sait très bien que ce genre de situation, enfin de mise en place nécessite des temps humains, et donc voilà, de se conformer au financement, à la recherche de financement, ce qui a été donc effectivement un obstacle à ce projet, c'est le manque de temps des personnels, aussi le fait que c'est difficile d'annoncer, c'est pas toujours simple d'annoncer d'emblée que un pronostic peut être mauvais, mais en tout cas proposer, trouver une manière de proposer un accompagnement plus à ces situations de vulnérabilité. Voilà pour cette proposition, et nous avons travaillé une deuxième proposition, mais plus courte. On a eu moins de temps pour réussir. On a été extrêmement bavard sur tout un tas de situations avant d'identifier nos priorités dans l'atelier. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était un sujet que dans la salle on avait évoqué précédemment, qui était qu'il ne fallait pas mélanger le proche, l'aidant, la personne de confiance, et que ça nécessitait d'avoir un repérage à l'hôpital dès l'accueil, de façon à ce que quand on va dire l'aidant qui s'occupe presque de la logistique, de l'accompagnement au quotidien du malade, puisse être identifié, ses coordonnées notées comme telles dans le dossier du patient, que ce soit remonté et qu'on puisse l'orienter sur des informations spécifiques dont il pourrait avoir besoin, y compris à transmettre aux malades, qui ne seraient pas toujours en curiosité ou en état de les recevoir, et que ce soit quelque chose qu'on ait toujours identifié dans le dossier du patient, la personne de confiance, pour toutes les questions qui relèveraient de la personne de confiance, et la question du proche aidant, accompagnant au quotidien, qui lui a d'autres demandes, d'autres besoins, et que les coordonnées des deux soient identifiées, et que ceci dès la personne à l'accueil de l'hôpital, le secrétariat, enfin voilà, on va dire toutes ces petites étapes et interlocuteurs intermédiaires auxquels un proche peut avoir affaire, et qui ne peut pas s'entendre dire « vous n'êtes pas la personne de confiance, donc je ne vous dis pas un certain nombre de choses », ou à contrario, vous ne savez pas vous le malade, enfin, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose là à tracer et à mettre en œuvre. On n'a pas eu le temps de travailler plus finement la question, mais on s'est dit que ce repérage était quelque chose de fondamental. Et pour finir, effectivement, on a listé certaines directions, parce qu'on imagine que c'est la stratégie de chaque établissement, que ça doit mobiliser les directions stratégiques des établissements. Et donc, on a listé la direction de la stratégie, la direction de la qualité, la direction informatique pour les différentes commissions, pour les fautes, la commission des usagers, et aussi pour ce qui est de la formation des personnels, l'ARH et la direction de la formation. Voilà. Donc, je vais maintenant, merci beaucoup Yannick. Yannick qui est une aidante, et puis également une patiente de l'association Patients en réseau, qui est un partenaire de la journée.